Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous. Et très heureux de vous retrouver une nouvelle fois depuis le grand auditorium du centre de congrès, le Palais Beaumont à Pau, pour ces conférences de l'immobilier. 3 rendez-vous à suivre d'un seul trait pour les plus patients, ou bien selon vos envies, votre temps, votre disponibilité, en plusieurs parties. La première table ronde qui a été réalisée hier et tournée dans les conditions du direct, ici même dans cet auditorium, a traité d'une façon assez générale, d'ailleurs, des grandes évolutions du marché de l'immobilier sur le Béarn et sur la Soule. Ce deuxième échange que nous allons mener ensemble va nous permettre de nous pencher plus spécifiquement sur les problématiques liées à l'agglomération de Pau et donc sa grande agglomération, avec notamment un éclairage sur les constructions et les rénovations. Plusieurs invités ont répondu présents à l'invitation conjointe de la République des Pyrénées et de l'Éclair, représentée par Éric Normand, qui a coordonné l'ensemble du supplément qui est paru mardi dernier et qui a permis d'avoir déjà un premier éclairage sur les points de vue de chacun des invités et des partenaires dont le nom s'est affiché juste à côté de moi il y a quelques instants. Et Romain Belli, qui déjà était là hier pour mener la première table ronde, va mener également celle-ci avec ce zoom particulier qui ne va pas, cela dit, nous restreindre au simple sujet de l'agglo de Pau, puisque demain, nous élargirons, mon cher Romain, le spectre et nous parlerons davantage de ce qui concerne, d'une façon générale, le Béarn, la Soule et peut-être les territoires plus ruraux, avec des questions que l'on a vues germer dans les premiers échanges qui ont eu lieu hier autour de l'évolution du marché, des grandes tendances et peut-être d'une situation assez inédite que l'on s'apprête à vivre en 2023. Bonjour mon cher Romain. Bonjour Eric, bonjour à tous. Effectivement, on l'a vu déjà hier sur notre première table ronde, il n'y a pas un marché béarnais, il y en a plusieurs. Et c'est aussi pour ça qu'on organise ces discussions, pour mieux cerner les disparités, mieux cerner les tendances qui existent en Haut-Béarn, mais qui existent aussi dans l'agglo de Pau. Quelle est la différence? Où est-ce que c'est le plus intéressant d'investir, de construire, de rénover? Tout ça, c'est des questions que tout le monde se pose, le grand public comme les professionnels. Et c'est des questions auxquelles on répond dans nos suppléments respectifs, donc avec la République des Pyrénées, représentée ici par Éric Normand, et dans le Sud-Ouest, et donc avec nos invités aujourd'hui. Petit tour de table. Thomas Zellner est le directeur de l'habitat et de la rénovation urbaine à l'agglomération de Pau. Vous allez d'ailleurs peut-être nous rappeler vos missions, celle de votre service, qui est un service qui s'est étoffé d'ailleurs hein, au fil des années, je crois. Tout à fait, bonjour à tous. Oui, la direction habitat effectivement de l'agglo de Pau, c'est à peu près 32 à 35 personnes. Notre mission générale, c'est de veiller à l'accueil de toutes les générations, toutes les situations familiales et globalement toutes les capacités financières dans les meilleures conditions de confort et d'accès aux services de notre territoire. Donc en fait, on a une vocation, comme souvent les politiques publiques, plutôt contracyclique, plutôt d'aller appuyer là où la tendance naturelle n'irait peut-être pas. Donc notre vocation, c'est plutôt de veiller en bon géographe à la bonne répartition de chacun sur le territoire avec une bonne égalité pour tout. Il y a avec évidemment des bras armés qui permettent d'agir sur les transformations, les rénovations, l'aménagement urbain. Parmi ces bras armés, si vous me le permettez, je vous appelais ainsi. Olivier Subra va prendre le micro. C'est le directeur général du bailleur social Pau Béarn Habitat. Alors Pau Béarn Habitat a beaucoup évolué d'ailleurs hein, au fil du temps, au fil des années. On peut dire d'ailleurs que vous êtes un petit peu sur tous les fronts de la rénovation de l'ancien à la construction. S'il fallait donner quelques chiffres clés de ce qu'on représente aujourd'hui Pau Béarn Habitat, vous choisiriez lesquels? Les chiffres clés, bonjour à tous d'abord. Les chiffres clés, c'est relativement classique. On a un parc de 9200 logements, principalement sur l'agglomération de Pau. Donc on est le premier bailleur, que ce soit un bailleur social ou bailleur privé d'ailleurs, hein, sur l'ensemble du territoire, donc un territoire que nous connaissons bien. Nous sommes une équipe de 140 personnes, on fait un peu plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et on est, vous l'avez dit, le bras armé. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est une société d'économie mixte. Et ça veut dire que la particularité d'une société d'économie mixte, c'est que dans son capital, la majorité doit être détenue par des collectivités locales. Et c'est le cas pour Pau Béarn Habitat, puisque le capital est détenu à 75% par l'agglomération de Pau et la ville de Pau. Ce qui fait qu'effectivement, on travaille bien entendu en partenariat étroit avec ces deux collectivités. Nous avons un parc très divers, bien sûr un parc de logements familial, mais nous avons aussi beaucoup de logements étudiants. Nous avons plus de 1200 logements étudiants sur l'agglomération de Pau, avec un travail très,
très assidus avec le Crous notamment, pour permettre aussi aux étudiants de Pau de disposer de logements de qualité à des prix modérés, ça c'est important, mais nous construisons aussi des EHPAD, des commerces, des locaux de bureaux, donc on a élargi bien entendu la palette, et puis depuis quelques années nous développons aussi beaucoup d'opérations en accession à la propriété, que ce soit accession sociale ou accession libre d'ailleurs, on attaque tous les domaines. À notre échelle, bien entendu, il ne s'agit pas de venir concurrencer les gros promoteurs, mais on a quand même un savoir-faire, et donc acquis depuis plusieurs années maintenant, et donc on le met au service de l'accession à la propriété. Je passe le micro sans peut tarder à Xavier Conlon, parce qu'il y a un rapport évidemment tout à fait lié à ce que nous venons de dire. Vous êtes le directeur territorial de Domo France. Alors Domo France, je me permets de le rappeler, ça a longtemps été connu sous un autre nom, Habit'Elem. J'aimerais que vous rappeliez aujourd'hui ce que représente Domo France, parce que vous aussi, vous êtes passé d'un statut de premier bailleur social historique du département, un rôle pivot aujourd'hui qu'il est intéressant de résumer en quelques mots. Oui, bonjour Eric. Je vais faire un petit clin d'œil à votre allusion historique parce que effectivement, on a été créé en 1911 sur Pau. Mais vous ne les faites pas. Et on ne les fait pas, voilà. Donc historiquement, la société même s'appelait Société paloise de bon marché, d'habitation de bon marché. C'était période Boussicot, des entrepreneurs locaux qui ont souhaité justement loger leurs collaborateurs. Et ils ont choisi des morceaux choisis, puisqu'on était à Trespouille, les fonds baptismaux étaient là-bas. Le bon marché, quoi. Voilà, le bon marché. Et c'est toujours le cas. Non, mais c'est important de souligner, parce que c'est vrai qu'on reviendra là-dessus, mais sur l'aspect, c'est pas parce qu'on fait du logement social que c'est pas du logement qualitatif. Alors pour présenter Domo France, au-delà de ce clin d'œil historique, on a un parc un peu moins important que Pau Béarn Habitat, 5600 logements sur le département. On investit sur ce secteur 64 millions. On est un bailleur régional néanmoins, avec une production d'à peu près 2000 logements par an. Et on fait les métiers aussi d'aménageur, promoteur, syndic de copropriété. Enfin, voilà, on a toute la palette pour accompagner les territoires. Et pour terminer sur une note bien sûr béarnaise, puisqu'on est aujourd'hui, c'est l'épicentre, le centre de relations clients pour les 41 000 logements de Domo France est basé à Pau. Alors juste à côté de vous, la directrice de l'agence de Pau du groupe Essor, Lumna Louza. Vous êtes une spécialiste de l'immobilier professionnel. Le groupe Essor, il a beaucoup évolué au fil des ans. C'est aujourd'hui un groupe national, il faut le préciser. Pourtant, vous restez très attaché à l'ancrage local qui a permis à David Pouyan de développer avec l'ensemble de collaborateurs fidèles cette entreprise. Une entreprise qui dorénavant devient une société à mission. Qu'est-ce que c'est qu'une société à mission et en quoi c'est quelque part intimement lié avec cet ancrage local que je viens de rappeler? Alors bonjour à tous. D'abord, société à mission, effectivement, nous sommes aujourd'hui. Ça répond à un cadre. Aujourd'hui, c'est une démarche. Mais en tout cas, cette société à mission, c'est aussi l'émanation de valeurs qui aujourd'hui en fait sont encadrées et qu'on prône de façon plus officielle, de façon plus publique. Mais les valeurs du groupe Essor, elles ont toujours été là et on essaye de les faire vivre à travers les collaborateurs, mais aussi à travers cette démarche. Il y a combien de collaborateurs aujourd'hui dans le groupe? Aujourd'hui, nous sommes 300. 300 et sur Pau 300 collaborateurs à l'échelle nationale. Voilà, et sur Pau? Sur Pau, ça fluctue, on peut être une cinquantaine. Très bien, avec des projets très emblématiques, très visibles, que ce soit sur Pau et l'agglomération, on en parlera dans quelques petites minutes, et puis évidemment au niveau national, puisque vous êtes impliqué dans beaucoup de territoires, je le disais notamment au niveau de l'immobilier professionnel, parce que, cher Eric Normand, on va parler aujourd'hui à la fois pour ce qui concerne le logement, mais également pour tout ce qui concerne l'évolution du monde et du secteur professionnel qui modèle également terriblement les pourtours d'une ville et d'une agglomération. Je vous laisse poser la première question. Oui, alors je vais commencer avec vous, Thomas Zellner. Voilà, on s'est vu pour ce supplément. On le sait, puisqu'on en parle toute l'année, que l'Agglo a placé la reconquête du centre-ville de Pau au cœur de sa stratégie de développement et de production de logements. Nous, chaque année, en fin d'année, on guette les chiffres de l'INSEE pour voir s'il y a des effets positifs ou négatifs. Aujourd'hui, avec les différents outils que vous avez mis en place, est-ce que vous commencez à percevoir enfin les résultats de cette politique ? Oui, alors nous aussi, on guette tous les ans les chiffres, effectivement, et les élus qu'on le représente également, parce que ce sont des bons indicateurs. Juste une petite introduction, en rappeler pourquoi, en fait, on a effectivement mis l'accent sur le centre-ville, parce que ça devient presque une espèce de tarte à la crème, en fait, où tout le monde veut reconquérir les centres.
mais je trouve ça intéressant de rappeler un peu pourquoi. En fait, en urbanisme ou en géographie, on peut considérer qu'il y a une espèce de loi de gravitation universelle qui est la même que globalement à peu près partout, et que le centre qui est fort et qui attire, qui est donc attractif, qui est attirant, va tenir en fait son territoire. C'est comme ça qu'on produit une ville qui n'est pas diluée et qui n'est pas sans identité et qui est un petit peu informe. Donc je trouve ça intéressant de le rappeler parce qu'en fait, même quelqu'un qui viendrait s'installer à Arbus vient notamment parce que l'attractivité est due au cœur de ville qui est fort et qui est très attirant. Donc ça, c'est important de le rappeler. Est-ce qu'on voit des résultats? Bien évidemment, il y a le premier résultat qu'on peut tous constater, je trouve, qui est le résultat un peu sensible, qui est celui de tout simplement se promener dans les rues du centre-ville de Pau. On voit que les terrasses sont pleines, que les événements culturels font le plein. Il y en a très bientôt encore. Donc il y a déjà ce résultat un peu sensible, je trouve, et puis par le biais des professionnels de l'immobilier, les commerces qui se repeuplent, la vacance commerciale qui tombe, je trouve qu'il y a déjà ce premier indicateur qui n'est pas forcément très mesurable, mais qui est quand même important dans le ressenti, en fait, dans la perception que peuvent en avoir les gens. Après, c'est vrai qu'on a beaucoup d'outils. Sur le centre-ville, on a une concession d'aménagement, donc avec une entreprise qui s'appelle la SIAB, et qui est une filiale notamment de Pau Béarn Habitat. On a effectivement les bailleurs sociaux avec des éminents représentants ici, les promoteurs, les investisseurs particuliers, on pourra en reparler. Et c'est depuis une dizaine d'années plusieurs centaines de logements qui ont été remis sur le marché en cœur de ville. Donc c'est chiffré, c'est constaté, c'est mesurable, et ça c'est très important pour nous. C'est tellement mesurable que la vacance sur la commune de Pau, et plus particulièrement sur le centre-ville, qui était quand même très élevé, sur la commune est passé de 15 à 11%, et sur le centre-ville de 23 quasiment à 17. 17 c'est encore très haut, mais par contre la tendance est vraiment baissière, et maintenant tous les ans sans surprise. Donc on a un vrai retournement, on a ces outils-là effectivement pour venir accueillir de nouvelles populations, on a aussi des outils pour prendre soin de ceux qui sont déjà là, et notamment ce qu'on appelle dans le jargon les propriétaires occupants. Donc on a effectivement des fonds, des subventions, des dispositifs pour faire en sorte que l'habitat soit amélioré aussi pour ceux qui résident déjà là, pour qu'ils n'aient pas forcément envie de partir. Donc on constate, nous au quotidien, et ne serait-ce que sur les rapports qu'on a avec toute la promotion immobilière, qu'effectivement il y a un vrai regain d'attractivité, notamment pour le cœur de ville. Alors, j'aimerais qu'on s'arrête sur un des outils qui a été mis en place l'an dernier, qui s'appelle le PSMV. Vous allez expliquer à tout le monde ce que veut dire cet acronyme, qui a été mis en place, je crois, le 1er août 2022, et qui, vous m'avez dit, lorsqu'on s'est vu, donc, a permis de générer une forme d'engouement de la part d'investisseurs privés, et on est déjà à 200 productions de nouveaux logements programmés en cœur de ville. Donc, déjà, expliquez-nous ce qu'est ce PSMV. Et deux, quels sont ses effets positifs pour le centre-ville? Effectivement, PSMV, c'est plan de sauvegarde et de mise en valeur, c'est ce qu'on entend dans le langage populaire, qu'on appelle souvent le secteur sauvegarde. Voilà. Globalement, il s'agit de quoi? Il s'agit de préserver une certaine histoire d'une certaine unité architecturale. On n'est pas capot, hein, c'est vrai dans beaucoup de villes médiévales, pour faire en sorte que l'urbanisme et l'urbanisation, même si le neuf n'est pas interdit et n'est pas tabou, respectent toujours une certaine identité. Effectivement, c'est globalement la préservation et la réhabilitation patrimoniale. Donc, effectivement, ça a été mis en place il y a quelques mois à peine, en août, sans a priori, je le dis quand même, c'est important parce que, évidemment, il y a toujours un petit peu de fantasme. Même en secteur sauvegardé, on n'a pas d'a priori sur la modernité. On peut parfois démolir, parfois refaire du neuf. C'est pas totalement interdit. On n'a pas mis Pau sous une cloche comme un musée. Alors c'est vrai qu'on a plusieurs dispositifs de défiscalisation. À Pau, on a le de Normandie dans l'ancien sur toute la commune qui nous est permis par le fait qu'on soit Action Cœur de Ville. On en reparlera tout à l'heure. Et là, notamment effectivement sur le PSMV, on a le dispositif Malraux, qui effectivement permet de défiscaliser de manière assez massive la part des travaux que l'on fait. Nous, ce qui nous intéresse en tant que collectivité, c'est que, puisque ce sont les travaux qui sont défiscalisables, ça s'adresse plutôt à des immeubles très dégradés, dont on savait effectivement jusque-là pas vraiment quoi faire, parce que les travaux générés étaient particulièrement hauts. Et puis l'investissement locatif, il faut quand même le rappeler, c'est l'un des premiers, si ce n'est le premier, partenariat public-privé de France, puisqu'il y a évidemment une contrepartie. La collectivité que nous sommes tous vient permettre à un particulier investisseur de gagner de l'argent, mais en échange de quelque chose. En échange de repeupler
des cœurs de ville ou des bâtiments qui étaient dégradés, en échange de participer à l'effort collectif ou à l'effort géographique ou politique collectif. Donc il y a bien une forme d'échange et de contrepartie. Là aussi, je tenais quand même à le préciser parce que voilà, souvent quand on parle investisseur, on imagine des gens qui font de l'argent et qui ne font que ça. Il y a une vraie contrepartie et nous, ça participe à la dynamique générale. Donc il y a aussi d'autres formes d'investissement malgré tout, notamment les investissements des particuliers mais à visée plus sociale, avec les fonds de l'ANA que l'on gère sur des loyers plafonnés et des engagements, là aussi sous contrepartie. Donc Pau est aujourd'hui une ville où on peut investir sur un éventail assez large de produits et de dispositifs. C'est peut-être comme ça que Pau, qui était la capitale mondiale du mur en crépi, va devenir la capitale mondiale des façades à l'italienne. Peut-être. Il y a des chances. Olivier Subra, vous êtes bailleur social, donc comme le disait Thomas, vous allez participer de cette politique de reconquête du centre-ville. Je me rappelle qu'on s'était vu derrière la cathédrale, j'allais dire la cathédrale, je l'ai dit même, l'église Saint-Jacques, vous aviez une grande résidence là-bas. Vous intervenez de plus en plus dans ce secteur. Oui, on intervient de plus en plus, mais pas forcément avec la casquette bailleur social, plutôt avec la casquette aménageur, puisque je disais tout à l'heure qu'on pouvait faire aussi beaucoup d'autres choses que du logement social stricto sensu. Je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Thomas. C'est vrai qu'on voit que le centre-ville de Pau, notamment, il y a une réelle dynamique, mais je crois que la dynamique elle est entretenue par tous les partenaires qui travaillent à ça. C'est-à-dire qu'effectivement, l'impulsion est donnée par la collectivité avec les grands investissements qu'on connaît, notamment sur le quartier des Halles, effectivement, on le voit au niveau de l'immobilier, il suffit de voir un peu tous les immeubles qui ont été rénovés autour de ces halles. Il suffit de faire un avant-après, c'est assez spectaculaire, mais il n'y a pas que ce quartier-là, il y a aussi tout le quartier du Forail avec l'axe de la rue Carnot. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites parce qu'il y a une impulsion qui a été donnée au départ. Et cette impulsion-là, elle est relayée ensuite sur le terrain avec les promoteurs qui reviennent au centre-ville de Pau. On le constate assez fréquemment. Il y a une dizaine d'années, c'était beaucoup plus difficile de faire venir des investisseurs ou des promoteurs en centre-ville de Pau. On voit que la balance, elle a quand même bien changé. Il y a beaucoup d'opérations qui se font. On voit quand même qu'il suffit de se promener dans l'hypercentre. On voit qu'il y a beaucoup d'immeubles qui ont changé d'allure. Et ça, c'est plutôt bien. Là aussi, pourquoi ? Parce que la collectivité et l'État ont donné des subventions aussi pour rénover les façades et pour entretenir les logements. Donc, tout ça, c'est une dynamique, mais j'allais dire qui est plurielle. Parce que c'est important, ce n'est pas simplement un organisme ou une collectivité, c'est l'ensemble des partenaires et on voit les résultats, donc c'est plutôt positif. Alors au niveau de Pau Béarn Habitat, c'est vrai qu'on a toujours une tradition d'investir en centre-ville. On a beaucoup investi depuis une bonne quinzaine d'années, pratiquement tous les ans, en achetant des immeubles. Je n'allais pas dire qu'on avait privatisé la rue Carnot, mais on a acheté beaucoup d'immeubles en très mauvais état sur cette rue. Il y a aussi le quartier des Halles, il y a la rue des Cordeliers, il y a beaucoup de quartiers comme ça où nous avons investi. Nous avons remis en état effectivement ces logements et on a remis sur le marché, bien entendu, environ 200 logements, mais sur des opérations effectivement qui étaient diffuses. Et puis l'acte fort aussi que nous avons réalisé pour Béarn Habitat, c'est de créer un outil dédié pour le centre-ville. Donc nous avons créé une filiale, la SIAB, la Société immobilière et d'aménagement du Béarn, qui travaille depuis maintenant plus de dizaine d'années avec la collectivité pour répondre aux besoins des centres-villes, que ce soit sur des immeubles vides et pour lesquels elle se porte acquéreur, mais aussi et surtout, je crois, c'est plus le travail de réseau et de lien avec les promoteurs qui sont intéressés par le centre-ville de Pau. Promoteurs de plus ou moins grande importance, ça peut être aussi des particuliers qui se lancent, on en voit de plus en plus dans des projets de rénovation. La SIAB est là aussi pour les guider, vérifier un petit peu la teneur aussi de ces projets. On s'aperçoit qu'il y a quand même des promoteurs particuliers qui ont besoin d'être accompagnés, et c'est le rôle aussi de la SIAB, et notamment de veiller au respect des prix aussi, puisque c'est un peu le gendarme du centre-ville. Je rappelle que tout promoteur doit aller effectivement présenter ses projets à cet outil-là pour vérifier qu'on est bien en concordance avec l'ensemble de la politique suivie par la ville. Et donc là, c'est aussi le rôle de conseil que fait cet outil-là, la SIAB. Donc pour nous, c'est très important. Il faut savoir que les bailleurs sociaux, c'est un peu une tradition d'investir dans des centres anciens. Il faut savoir qu'en France, il y a un tiers de la production des bailleurs qui est fait en centre-ville, et à Paris, c'est la moitié. Donc ce n'est pas nouveau aussi que les bailleurs soient en centre-ville. Mais à Pau, on a décidé effectivement d'aller plus loin avec la création de cet outil, de cette filiale dédiée. Il paraît même que vous allez montrer l'exemple et que vous allez planter votre siège social en centre-ville. Oui, ça correspond, si vous voulez, à une logique aussi. On est un acteur qui intervient en centre-ville.
C'est surtout une opportunité foncière. C'est un bien, l'immeuble qui est juste en face La Poste, l'immeuble Gambetta, hein, qui est à l'angle du cours Bosquet de la rue Gambetta. Savoir que c'est un immeuble vide depuis 15 ans. Bon, on a 3500 m² qui est vide depuis 15 ans. On intervient, on est un outil de la collectivité. Cet immeuble-là appartient à la collectivité. C'était bien aussi de le remettre sur le marché pour éviter qu'il y ait une 16e année de non-occupation de cet immeuble-là. C'est un immeuble, on parlait tout à l'heure, qui a un côté patrimonial quand même assez remarquable. Donc il y a besoin d'une bonne rénovation pour accueillir l'ensemble de nos équipes. Donc c'est un projet, on est en phase de concours d'architectes là, et on va redonner vie à cet immeuble-là qui est bien placé. Mais quand on investit pour le passage Carnot, on réhabilite aussi des immeubles très vétustes du centre-ville hein, qu'on a démolis. Quand on réinvestit sur le quartier de la prison, l'ancien site Miraluver, qui était dans un très très mauvais état, on a tout démoli. On vient de livrer une résidence locative de 18 logements. Voilà, ça participe tout ça à des actions de centre-ville, que ce soit sur le neuf ou la qui est améliorée. Oui, donc c'est très bien que vous parliez de Miraluver, puisque l'inauguration a eu lieu en présence du président d'Action Logement, dont votre tutelle en quelque sorte, M. Candon. Plus qu'une tutelle, Ouais, c'est notre actionnaire. patron, quoi. Ouais. C'est plus sympathique. Voilà, de votre actionnaire. Vous, avec Domo France, vous avez aussi des projets en centre-ville, hein, donc rue Saint-Louis, rue du Moulin, rue Guichenet. Donc pourquoi tous ces projets? C'est lié justement à Action Cœur de Ville, ou vous les auriez eu quand même sans ce dispositif? Alors, on va dire que je vais faire un peu le lien entre votre question et ce qui a été dit précédemment. Effectivement, il y a une tradition des bailleurs d'intervenir dans le milieu de l'hypercentre, mais il y a, comme vous l'évoquiez, il y a la volonté du groupe Action Logement, qui est notre actionnaire, d'investir massivement au niveau national. Et parmi les 235 villes, c'est pas pour rien que le groupe a choisi Pau. Alors on va pas crier cocorico, parce qu'une poule à Pau, ça fait pas cocorico, mais en tout cas, ça a été la ville phare et celle qui a été la plus en avance sur le programme Action Cœur de Ville. Alors je rappelle, Action Cœur de Ville, c'est à peu près 1,5 milliard, et ça permet justement aux acteurs que nous sommes de venir compléter la volonté notamment ici, ce qu'on exposait l'aglo, de réinvestir et de redynamiser le centre-ville, que ça soit tant au niveau des logements que des commerces. Et donc le 24 avril, effectivement, le président du groupe national a choisi, avec François Bayrou, Pau, pour faire le bilan national d'Action Cœur de Ville et d'annoncer justement Action Cœur de Ville 2. Et donc dans ce contexte-là, naturellement, nous avons des programmes emblématiques. Alors on parlait, Olivier disait des sites inoccupés. Là, on vient de s'attaquer, puisque là, pour voir, on est dans la rue Saint-Louis avec l'ancien cinéma, inoccupé depuis 21 ans. Et après, on va s'attaquer. Alors, nous, on va pas privatiser, mais je sais pas, au bout peut-être de deux habitations, on peut faire un hôtel, hein, je sais pas, Olivier. Mais on va refaire toute la rue du Moulin, qui est en jachère, là aussi, depuis la construction de l'hôtel du département, qui a connu beaucoup d'affres. Et bon, des opérations qui sont très compliquées. Et si on n'avait pas Action Cœur de Ville, il est certain qu'on ne pourrait pas réaliser, sauf à consacrer des fonds propres. Ça veut dire que quand on met un peu plus d'argent sur ces opérations, c'est au détriment de la production d'autres logements. Mais retenez qu'en moyenne, on est à peu près de 20% sur ces opérations, en plus, en termes de subventions, y compris en termes de prêts. Donc on va dire, c'est un catalyseur des opérations que nous aurions eues ou pas, mais en tout cas qui permettent de transformer. Sinon, ça fait 21 ans que ces projets tournent, et 21 ans de promotion, de gens qui s'y sont cassés un petit peu les dents. Alors les ruines de la rue du Moulin, quand c'est qu'on les verra plus, c'est à quelle échéance? Alors on espère 2025, mais c'est un chantier à défi. On vient de lancer le marché européen, parce que là on cumule un peu tout. C'est-à-dire que, comme je le rappelais, historiquement, c'est une rue qui s'est pris lors du chantier une chute de grue. Il y a eu 2 incendies, donc entre le plomb, l'amiante, on en a un peu partout dans le chantier. De surcroît, on est dans un site hyper historique. Je crois que c'est l'épicentre du PSMV. Enfin, on est au pied du Parlement de Navarre. On a d'un côté le château de Pau, l'hôtel du département, la tour de la Monnaie, le quartier de la Monnaie qui est en train d'être fait. Et en plus, fondation du XVIe siècle, en galets. Alors, au niveau des normes parasismiques,
un vrai challenge. Donc ça va être un peu le chantier des superlatifs et on y va un peu humblement parce que justement chaque étape, on voit avec les entreprises qui vont nous accompagner, il faut un véritable savoir-faire. On a plus à découvrir et des coups à prendre. Donc on espère lancer le chantier l'année prochaine et achever l'ensemble pour 2025. J'ai compris, Xavier, pourquoi vous investissiez autour du cinéma. Vous savez très bien raconter les longues histoires. Ah, pardon. On va passer à la partie immobilier maintenant, avec vous et votre question, mon cher Romain. Oui, on va quand même rester Immobilier professionnel, pardon, allez-y. on va quand même rester en centre-ville. Je m'adresse à vous, Lubna Louza. À quel sort vous vous intéressez, vous aussi, au centre-ville, et l'immobilier professionnel, c'est pas seulement une histoire de périphérie, de zone d'activité. Vous regardez un petit peu plus le centre de Pau. Alors effectivement, on intervient en centre-ville, mais je voudrais juste faire un petit point, c'est que on se sent très très petit, même si on est 300 salariés, on se sent très très petit quand on est entouré en fait de gens qui travaillent sur des quartiers entiers, qui font des rues entières et dont le travail est très très visible finalement, puisque les leviers d'intervention sont puissants. Donc ça veut dire aussi qu'on est sur un territoire où la collectivité, elle est très regardante. Elle utilise des outils, elle va chercher des moyens et elle intervient de façon assez massive. Donc, nous, finalement, on est le petit poussé parce qu'on va venir intervenir en centre-ville, mais presque de façon chirurgicale et sur un sujet qui, lui, n'est pas... J'ai entendu, en fait, mes partenaires parler parfois de sites inoccupés. Ça ne va pas être le cas pour nous. Nous, on travaille sur un site qui est occupé. Et puis, pour faire simple, un site qui est occupé, mais pas sur le même zoning, pas sur la même zone. On a un locataire à tel endroit et on en a un autre à un autre. Donc ça veut dire qu'il y a une vraie contrainte d'occupation de site et qu'il faut arriver à dérouler quelque chose au sein d'un site occupé. Je voudrais aussi rebondir sur un propos que j'ai entendu tout à l'heure. C'est Thomas qui démystifie un petit peu les investisseurs. Alors les investisseurs, oui, ils ont une image de méchants qui ont de l'argent et qui sont là pour faire de l'argent. C'est pas que ça, les investisseurs. Des investisseurs, c'est des gens qui font vivre des territoires, c'est des gens qui font confiance, qui prennent du risque, qui mettent de l'argent sur la table, avec lequel on peut travailler et derrière, on peut dérouler des choses. Donc c'est important de dire que la confiance, la stabilité, que ce soit en local, en territorial, à une échelle nationale, sur une vision macro, la confiance, la stabilité, c'est ce qui permet au territoire de se développer grâce à l'argent de ces investisseurs. Donc je pense qu'il est très important en fait, de démystifier en fait, le rôle des investisseurs. Nous-mêmes, nous sommes investisseurs, puisque Bosquet, c'est un actif que nous avons acheté. Les investisseurs doivent être encouragés. Donc je pense que c'était important effectivement de rebondir sur le propos concernant les investisseurs. Et les investisseurs aujourd'hui, c'est ce qui permet de faire des levées de fonds. Ces levées de fonds qui permettent le développement d'entreprises comme les nôtres. Donc il y a des capitaux qui servent le territoire, qui sont des capitaux publics, il y a des capitaux aussi privés. Et donc Bosquet, vous en avez un peu parlé. On vous avait bien cuisiné l'année dernière autour du centre Bosquet, de sa future destinée. Vous avez envie de continuer de cuisiner. Je sais pas. C'est-à-dire que l'épisode n'est pas terminé. Le feuilleton n'est pas terminé. L'épisode est loin d'être terminé, effectivement. L'épisode est loin d'être terminé. Moi, je voudrais juste attirer un petit peu l'attention du public sur un sujet, c'est que tout le monde dit Bosquet ou le centre Bosquet. Moi, j'ai découvert quelque chose en travaillant, en étant opérationnel sur ce dossier-là. J'ai découvert un autre nom que je voudrais partager un petit peu avec vous, c'est EIC Bosquet. EIC Bosquet, c'est Ensemble Immobilier Complexe Bosquet. Alors c'est un peu barbare, mais pourquoi Ensemble Immobilier Complexe ? Je voudrais vous faire toucher un petit peu du doigt, parce que je sais que les attentes, elles sont importantes autour de Bosquet, mais je voudrais vous faire toucher du doigt un élément important sur lequel en fait on travaille actuellement. Complexe, pourquoi ? Parce que vous avez un socle, qui est un socle commercial, ok, mais Bosquet, c'est des fondations, un petit peu d'eau qui passe, c'est le prolongement du EDAS, des fondations, un petit peu d'eau, des parkings. Ensuite, vous avez des réserves, des surfaces commerciales. Vous avez ce socle visible dans lequel, passage que tout le monde emprunte quand il pleut à Pau. Et ensuite, vous avez en superstructure des logements. Merci d'ailleurs. Pardon ? Merci, parce que c'est vrai que ça nous protège bien. Alors, c'est pas le seul usage, mais en tout cas, ça sert de passage. Ça a une vocation de passage. Donc, le passage, c'est aussi un élément urbain aujourd'hui qui est fortement développé à Pau et qui a une utilité.
Donc on l'a vu avec le passage Carnot. Donc pour revenir à Bosquet, ensemble immobilier complexe, pourquoi? Parce qu'on travaille en volume. Ces volumes, c'est quoi? C'est le sol sur lequel j'ai les pieds là, donc ça c'est assez tranquille, on l'appréhende facilement, mais c'est ce qui est au-dessus et ce qui est en tréfonds. Donc ça veut dire que quand on raisonne aujourd'hui sur ce que nous faisons sur Bosquet, on a ces 3 dimensions-là qu'on a en tête, tout en sachant aussi, parce que sinon ça serait trop facile et pas drôle, nous avons acheté une partie, le petit socle commercial, petit entre guillemets, mais sachez que tel volume m'appartient entre guillemets. Oui. Et à côté, c'est pas chez nous. Et puis un peu plus loin, c'est chez nous. Après, ce n'est plus chez nous. Voilà la complexité en fait dans laquelle nous intervenons. Et je rappelle également cette occupation-là sur des zones qui sont des zones différentes. Alors j'ai tout suivi, mais je crois que vous n'avez pas répondu. Hein. Vous n'avez pas dit où vous en étiez de votre projet. Où nous en sommes? Je vais répondre plus précisément. Aujourd'hui, toute la phase étude de marché est terminée. Étude de programmation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait quel est le programme qu'on va développer, comment il s'organise fonctionnellement, ça, on sait. Maintenant, je ne peux pas dire qu'au stade d'études et d'avancement auquel nous sommes, je ne peux pas vous dire nous allons attirer telle ou telle enseigne, telle ou telle activité. Ce que nous savons, c'est que nous intervenons dans un ambiant, qui est celui du centre-ville, qu'il y a d'autres projets qui doivent s'adresser en fait à une typologie, en fait, entre guillemets, c'est du jargon de prospect. Nous n'avons pas la même typologie de prospect. Et ensuite, ce que je peux vous dire, c'est que les premiers auxquels on va accorder, en fait, et c'est un juste retour, c'est ceux qui nous ont fait confiance. Les premiers auxquels on va présenter ces éléments-là, c'est la collectivité. Donc il n'y aura pas de scoop. Tant pis. Pas pour le moment. Il y en aura un moment de toute façon. Tout à fait. Je vais revenir vers vous, Thomas Zellner, avec un nouvel acronyme. Après le PSMV, j'aimerais que vous nous parliez du ZAN. C'est un acronyme dont on parle beaucoup en ce moment dans le segment de l'immobilier, de la construction, quelque chose qui préoccupe pas mal les professionnels, les élus. Vous, la mise en œuvre de ce ZAN, c'est quelque chose que vous intégrez dans vos stratégies au sein de votre service. Est-ce que vous pouvez nous décrypter en quoi ça change un peu ou que ça fait évoluer votre métier, quoi? Et d'abord, expliquer ce qu'est le ZAN. Évidemment. Donc le ZAN, zéro artificialisation nette. Donc je l'expliquerai juste après. C'est une histoire de calcul et de compensation entre quand on construit sur un terrain qui était anciennement naturel, on compense. Et donc le calcul net in fine, effectivement, doit être globalement équivalent à zéro. Et c'est un horizon à quelques années, hein, c'est pas encore pour tout de suite. Il y a quand même, il faut le dire, on est sur une table ronde sur des tendances, il y a quand même un sens de l'histoire. Tout le monde est à peu près aujourd'hui d'accord pour se dire qu'on va devoir se développer en urbanisation comme globalement dans toutes les sphères de la vie, en consommant moins de ressources, moins d'énergie, on le dit souvent, hein, quand on parle de réno énergétique, c'est souvent moins d'énergie, mais il y a globalement moins de ressources, moins de matière, moins de matériaux, moins de terres arables, moins de végétation. Globalement, il faut faire du moins. Ça ne veut pas dire arrêter tout, ça veut dire plutôt faire de l'économie urbaine circulaire, recycler ou rénover les bâtiments, on en parlera, mais aussi rénover et recycler même la ville elle-même. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de tabou à faire du neuf. Je tiens à le préciser parce que là aussi, le zéro artif net, effectivement, a tendance à produire un discours un petit peu binaire en disant à terme et très rapidement de toute façon, il n'y aura plus 1 mètre carré neuf, on arrête de bâtir. Bon, c'est pas possible, on ne peut pas vivre comme ça et vivre totalement reclus en accueillant absolument plus personne. Mais par contre, effectivement, quand je disais dans le supplément, l'ancien et le marché de demain, au-delà de la petite formule, effectivement, c'est que l'ancien et notamment l'urbanisation existante, donc ancienne, c'est effectivement le vrai marché de demain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parfois on réhabilitera des bâtiments, c'est vrai, avec plutôt des matériaux, si possible, vertueux ou biosourcés, mais parfois on devra démolir parce que les bâtiments ne répondront pas aux besoins de demain. On ne peut pas considérer que les bâtiments d'il y a 50 ans vont tous répondre pendant 300 ans aux besoins qui arriveront et qu'on ne connaît pas encore. Donc parfois, il faudra démolir et reconstruire, mais dans la ville constituée. Donc le recyclage, aux différentes échelles de considération, c'est aussi vrai, on l'a vu sur la table ronde d'hier, c'est aussi vrai à l'échelle du logement, mais aussi à l'échelle du bâtiment, à l'échelle du secteur ou à l'échelle de la ville. Donc ça, je trouve ça important de l'avoir en tête, parce qu'il faut sortir de la simplification un peu outrancière, que demain, il n'y aura plus de neuf, demain, il n'y aura plus 1 mètre carré sur de la terre. Parfois, on compensera,
C'est l'objet du ZAN. Et parfois, effectivement, on recyclera seulement le bâtiment, et parfois la ville elle-même, et c'est comme ça qu'on arrivera à travailler. Donc c'est ce qu'on appelle reconstruire la ville sur la ville, j'imagine. Bon, alors vous avez rassuré sans doute les promoteurs, il y aura toujours du neuf, et bon, ça va sans doute aussi rassurer Julien Pardon qui était hier à la table ronde. Est-ce que ça veut dire aussi que la priorité, ça va être la valorisation des friches? Alors oui, bien sûr, il y a une pratique qui s'appelle la rénovation urbaine. Je pense qu'on ira de plus en plus vers plutôt de l'amélioration urbaine, puisque la rénovation, c'est quand même refaire du neuf, et on a cette espèce d'idée qu'on repartirait presque un peu de zéro. C'est faux, on améliore en fait. Chaque ville, chaque territoire constitué a une valeur. Et la vraie valeur de la ville constituée, quand on la recycle, y compris effectivement sur elle-même, c'est qu'elle a déjà un vécu, elle a déjà un passé. Il y a déjà ce qu'on appelle des centralités, il y a déjà des pratiques de déplacement, des pratiques d'usage des espaces verts. Et ça, c'est important parce qu'en fait, ça veut dire qu'on travaille avec un matériau qui est déjà préconstitué et pas sur, effectivement, d'anciens champs où il faut absolument tout inventer, y compris la pratique de la ville. Donc c'est vrai que le réinvestissement de friches, et je crois que mon voisin en parlera après parce qu'on travaille ensemble sur une friche qui nous tient à cœur l'un et l'autre, mais le réinvestissement de friches, oui, ça fait partie de cette ville déjà constituée, qui a déjà une histoire, et sur le plan, je finirai là-dessus, purement technique et financier, une ville qui est déjà desservie avec tous les réseaux qu'il faut, et rien que ça, tous les opérateurs s'accorderont pour dire que c'est quand même assez important. Alors merci Thomas, vous faites les réponses et même les questions. Olivier Subra, à vous la balle. Vous allez investir des friches avec votre partenaire. Vous cherchez des scoops, vous voyez. Allez-y. Vous en avez un. Non, ce qui est important de voir avec ces zéro artificialisation nette, c'est un changement des pratiques à venir. Mais zéro artificialisation nette, c'est loin, c'est 2050. Donc on a encore 27 ans devant nous pour y arriver. La seule chose, c'est que on sait bien que les promoteurs, tous autour de la table, mais aussi les plus grands nationaux, commencent déjà à réfléchir et à se dire il faut effectivement anticiper l'application, non pas attendre 2050 pour commencer à s'y pencher. Je prends l'exemple de Vinci, une interview très intéressante du PDG de Vinci, qui fait quand même partie des majors en France de construction, et qui dit nous, ça sera 2030. En 2030, un mètre carré artificialisé devra correspondre à un mètre carré renaturé. Donc clairement, ils n'attendent pas 2050, ils se projettent. Et donc, on sait très bien que la tendance qui est amorcée, qui est mise en place par les majors, petit à petit va percoler sur les promoteurs, plus grands, plus petits, etc. Et on sait que la tendance, elle est là. Donc ça veut dire qu'effectivement, alors, encore une fois, c'est un aménagement, je pense que c'est une histoire de dosage. Il ne faut pas dire, dès la première année, impérativement, il faut qu'en 2024, toutes mes opérations soient absolument équilibrées entre un solde de mètres carrés artificialisés ou renaturés. Non, je crois que c'est déjà une tendance, déjà y arriver, l'avoir en tête, le programmer, et puis se dire, oui, de toute manière, il faudra qu'on y arrive à cette tendance-là. Donc ça fait effectivement de la recherche de foncier dans de l'ancien. Effectivement, l'avantage de ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que quand on achète un immeuble, on n'a pas de nouveaux droits de construction. J'allais dire, l'immeuble existe déjà, on le rénove et on n'utilise pas de terrain supplémentaire. Donc ça, c'est plutôt bien. Par contre, ça ne nous empêche pas effectivement de développer sur Bizanos une opération de 150 logements dans lequel le terrain est très bien placé, au cœur de Bourg, j'allais dire, dans lequel on peut faire de l'accession sociale, du locatif, des terrains à bâtir et travailler en partenariat avec des promoteurs privés. Je crois qu'il faut un juste équilibre et puis voir les enjeux aussi des communes. Il ne faut pas oublier que, comme le disait Thomas, c'est des enjeux aussi intercommunautaires. Donc là-dessus, on raisonne au niveau de l'agglo, et la balance elle doit être faite aussi au niveau de l'agglo. Mais je crois que là, il y a un juge de paix, et on travaille souvent pour essayer de dire justement il faut penser aussi à ces friches. Alors, au fil de l'eau, bien sûr, on a des tendances, on sait les immeubles qui peuvent être disponibles assez rapidement. Et puis à terme, on va s'apercevoir que ce sera quand même beaucoup plus difficile parce que toutes les friches ou tous les immeubles conséquents seront partis, bien sûr. Et là, il va falloir effectivement se creuser un peu plus la tête, de travailler peut-être sur des îlots, et non pas sur un immeuble, mais raisonner plutôt sur un îlot. Et ça veut dire que vraisemblablement, c'est avoir aussi à faire des savoir-faire qu'on n'a peut-être pas actuellement, parce que c'est vraiment des métiers spécifiques. Et puis je crois aussi qu'il va falloir travailler, faire beaucoup de pédagogie avec les riverains,
parce que ça veut dire qu'il y a de la densité, il y a des notions qu'il va falloir faire passer aussi. On le voit bien dans les exemples, alors pas que Pau, mais Pau dernièrement, mais les gens ont du mal à avoir un nouveau programme qui s'installe à côté de chez eux. Juste, je vous interromps, l'acceptabilité des projets, c'est un autre enjeu. Donc il y a le zéro artificialisation, mais il y a aussi faire accepter des nouveaux projets, donc, quand vous densifiez, notamment au voisinage, quoi. Oui, mais tout ça, pour l'instant, on voit que c'est quand même assez difficile. Et c'est parfois le discours réducteur en disant non, pas de construction à côté de chez moi, la tendance, elle est de pas de construire neuf. Là encore, il faut, je pense, faire un travail très important de proximité avec les uns et les autres. Mais voilà, c'est un équilibre à trouver, mais il ne faut pas dire c'est tout blanc, tout noir. Il faut arriver à faire en sorte que l'équilibre soit trouvé dans toutes les opérations. Mais de toute manière, nous, on se met en situation de dire, on anticipe, donc on répond à des appels d'offres quand il y a des immeubles anciens. Je parlais le cas de l'ancien centre EDF à Billère. Je parlais 15 ans de l'immeuble Gambetta. Celui-là, je crois que ça fait 12-13 ans qu'il est vide. Il y a 5000 m² de disponibles avec un parking souterrain, un immeuble bien placé, qui est vide, qui appartient aussi à la collectivité. Donc l'idée aussi, c'est d'apporter des solutions à la collectivité et que celle-ci puisse dire, bon, mais moi, dans mon patrimoine public, j'ai un certain nombre d'immeubles ou de terrains ou de friches, et bien on va faire en sorte effectivement de les remettre aussi sur le marché. Et ça, c'est très intéressant, évidemment. Loubna Louza, même question sur les friches. Alors justement, vous, chez Essor, vous avez même créé une branche valorisation des friches, d'après ce que j'ai compris. Vous avez des contrats dans les Landes, en Haute-Garonne. Vous regardez aussi les friches paloises. Ce sont des marchés qui pourraient vous intéresser? Alors, ce n'est pas des marchés qui peuvent nous intéresser, c'est des marchés sur lesquels on a déjà travaillé et dans notre ADN. Et depuis le début, moi j'ai commencé chez Essor, à l'époque ça ne s'appelait pas Essor, ça s'appelait DPG. Ma première opération était une restructuration, extension d'un immeuble existant et qui était une gare. Donc justement dans un secteur sauvegardé. Donc ce n'est pas nouveau, ça a toujours existé chez nous. La seule nouveauté, c'est qu'aujourd'hui, ça constitue un pôle à part entière. Donc c'est important, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a cet objectif qu'il faut travailler, qui n'est pas un frein au développement, qui est le ZAN. C'est un objectif à 2050. 2050, c'est demain, ça se travaille dès aujourd'hui. Donc nous, quelque part, on est, comme c'est major, et on est dans cette anticipation-là, parce qu'elle est importante. Elle nous permet d'apporter un élément de différenciation pour nous sur un marché qui est un marché contraint. Je parlais du marché de l'agence de Pau, qui est un marché contraint. Donc, si on discute avec des investisseurs qui ne sont pas forcément des gens en local, et qu'on leur dit, voilà, nous aujourd'hui, dans la démarche, dans notre façon de travailler, on a anticipé tous ces curseurs-là, qui ne sont pas immédiats, mais les a anticipés, c'est un moyen pour nous de nous différencier et d'être plus attractifs. Donc, pour nous, demain se prépare aujourd'hui. C'est des réflexes qu'il faut trouver. Ce n'est pas un frein au développement, c'est un sujet objectif. Et quand on parle d'objectif, c'est moyen. Quels moyens on met en œuvre pour atteindre un objectif? Donc ensuite, vous parliez de contrats. Ce ne sont pas des contrats. Nous avons racheté des friches sur lesquelles nous avons pris des engagements, sur lesquelles nous avons développé des projets. Et nous le faisons aujourd'hui à travers le pôle friche à une échelle nationale. Donc ce qu'on rencontre, c'est des collectivités qu'on rencontre au quotidien et qui ont des friches, alors parfois des friches remarquables, avec une architecture fabuleuse, c'est vrai. Parfois, c'est un peu plus compliqué. C'est moche, c'est pollué, c'était un site industriel qui faisait travailler des gens. Et la première demande de la collectivité, c'est de dire, bon, moi j'ai ça sur mon territoire, je ne peux rien en faire, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Et surtout, est-ce que vous pouvez générer une activité sur cette friche-là qui va faire que je vais me retrouver à générer des emplois? Et moi, en tant que collectivité, j'ai besoin de cela. Donc, c'est encore une fois répondre avec des logiques et des outils qui sont différents à des besoins qui sont les besoins de collectivités et puis nous créer aussi des leviers de développement. Xavier Canlon, Domo France va également se concentrer sur des projets de rénovation. Ça va prendre le pas sur la construction demain? Alors, si je dis oui, on va avoir des promoteurs complètement déprimés. Non, je parlerai plus de massification. On parlait d'action cœur de ville. Alors c'est très important pour notre groupe, pour compléter le propos qui a été donné par Thomas et Olivier. C'est de dire, voilà, pour nous, pouvoir loger des salariés, refaire vivre un cœur de ville, c'est aussi loger les salariés. Donc c'est important pour le groupe Action Logement de pouvoir y participer.
Mais on a d'autres branches sur lesquelles on est en train de se diversifier pour accompagner la collectivité, par exemple sur les copropriétés dégradées. Alors on ne parle pas de simples copropriétés qui ont quelques petits soucis de paiement. Là on est dans le lourd avec des arrêtés de péril, des mandataires judiciaires, et donc là c'est comment est-ce qu'on réinvestit ces lieux. Alors, on va avoir d'autres programmes, vous voulez quelques petits scoops sur des programmes qui sont chers aux Palois, par exemple l'ancien hôtel Trinquet qui est abandonné depuis un petit moment. On va le réinvestir avec de la promotion privée, là, parce qu'on a plaisir à travailler avec les promoteurs qui sont aussi des investisseurs à nos côtés. Donc ce lieu sera réinvesti pour en faire quelque chose d'assez attractif. On a aussi le restaurant, l'ancien restaurant Fer à Cheval et d'autres friches. Alors, voilà, on a des microscopes, on en garde un petit peu, sinon on n'aura plus rien d'intéressant à vous raconter. Mais le Trinquet, c'était déjà sorti. Donc c'est Ah pas un ouais, vrai ouais. scoop. Voilà. Il y a des scoops éventés. Vous êtes aussi sur la rue du Moulin. Alors on parlait d'immobilier en pas très bon état, là c'est le cas. Ça demande un gros travail de rénovation et on en parlait hier, Eric. Le coût des matériaux a beaucoup d'influence sur les projets des particuliers, mais aussi sur le travail des promoteurs, des professionnels. Oui. Pour vous, ce projet-là, est-ce qu'il, justement, vous parliez de 2025 pour une livraison, le coût, il a évolué aussi? Oui, parce que ce n'est pas des projets qu'on travaille depuis aujourd'hui. Et il est clair qu'entre les premières études, le facteur temps est un facteur très important. Parce qu'entre le moment où on passe un marché et le moment où les offres les enveloppes sont ouvertes, on a souvent un décalage. Et c'est là où c'est un petit peu compliqué pour tant les entreprises avec lesquelles on travaille que nous-mêmes, que de tenir à la fois les budgets et d'être dans l'enveloppe, parce qu'on a aussi, comme on l'a rappelé tous autour de la table, on ne travaille pas seul, on est dans la complémentarité avec les agglos, notre actionnaire Action Logement, pour justement maîtriser les enveloppes. L'idée, c'est pas d'aller faire n'importe quoi. Mais c'est vrai que la question des coûts et l'augmentation est un facteur très important. J'en discutais avec un groupement assez important avec lequel on travaille. Entre le moment avant Covid et post-Covid, on a ce promoteur qui serre aussi les dents parce qu'il perd plus d'1 million à nos côtés. Voilà. Donc ce sont des dossiers compliqués, sinon on ne serait pas là pour en parler, mais c'est toute une chaîne d'intervention qui est là pour justement faire effort. Domo France en fait partie, la collectivité, la promotion, les collectivités sur la rue du Moulin. On a le conseil départemental à nos côtés. Si on ne l'avait pas, on ne le ferait pas. On fait des bureaux pour eux. Voilà. Donc c'est toute cette complémentarité qui permet au projet de sortir. Dernière question, messieurs, pour Oui. terminer ce tour de table. Oui, alors avec le scoop le plus intéressant de la table ronde. Donc, Thomas Zellner et Olivier Subra, vous étiez tous les deux à Cannes il y a quelques semaines. Attention, c'est le côté people. Oui. Qu'est-ce que vous êtes arrivé? Alors vous étiez au MIPIM, le marché de l'immobilier professionnel. Ça rassure tout le monde. Oui, voilà. Allez-y. Vous étiez au MIPIM, vous représentiez l'agglomération paloise. Alors est-ce que vous pouvez nous dire tous les deux comment vous avez perçu l'image de l'agglomération paloise auprès des interlocuteurs que vous avez croisés, et avez-vous ramené des marques d'intérêt pour notre territoire? Alors pour ceux qui ne connaissent pas le MIPIM, en 2 phrases pour décrire le décor, on était donc à peu près entre le stand de Dubaï, le stand du Qatar, de Londres et du Grand Paris. Et puis il y avait Pau, capitale humaine. Exactement, voilà, on était quand même groupés avec Bordeaux Métropole, et d'ailleurs on les remercie pour leur accueil. Donc effectivement, on y était plutôt en posture de petit poussé, on peut le dire. Et finalement, très belle surprise. D'une part, c'est un territoire qui finalement est connu, et je pense que son maire président n'y est pas évidemment pour rien. C'est quand même le premier VRP de notre territoire. Donc c'est un territoire qui est connu et qui, placé comme il est, avec tous les atouts géographiques qu'il a, est assez vite reconnu comme un territoire effectivement un peu d'exception. Donc on avait fait des conférences pour présenter un peu globalement tout ce que l'on souhaitait comme mise en visibilité. Donc l'histoire, l'université, le centre hospitalier, la géographie évidemment, mer et montagne. Et en fait, globalement,
À chaque fois, à chaque fin de conférence, la même phrase, c'était « mais vous avez globalement tout ». Oui, on ne vous le fait pas dire. Donc c'est pour ça qu'on était là. Donc on n'a pas démérité, je tiens à le dire, par rapport à Dubaï ou au Qatar. Mais par contre, ça nous fixe un cap, effectivement. Je dirais qu'on a une attractivité réelle. On l'a vraiment ressenti, et puis je le disais tout à l'heure, on le ressent globalement, mais on a une attractivité qui est mesurée, voire relative, et très honnêtement, c'est une chance. C'est une chance parce qu'en fait, on a une pression manageable, si je peux le dire ainsi, où les gens veulent venir travailler chez nous, les gens veulent venir plutôt habiter chez nous, mais par contre, le flux, effectivement, reste gérable, c'est pas démentiel, et on peut encore faire les choses intelligemment, nous, collectivités, avec tous les partenaires privés ou parapublics que l'on connaît, pour pouvoir faire les choses un petit peu intelligemment, faire de la programmation, faire de la vraie planification, et ça nous permet quand même cette attractivité relative, qui est effectivement positive, mais qui n'est pas un rouleau compresseur comme on peut le voir chez nos voisins de la côte ou chez les Bordelais. C'est plutôt une chance et ça nous permet de bien travailler. Mais effectivement, donc Cannes, plutôt une belle expérience et presque une bonne surprise. Olivier Subra, rapidement. Oui, je confirme. D'abord, participer au premier salon international immobilier, c'est quand même très bien pour Pau. Être là, avoir une vitrine, et donc c'est plutôt... pouvoir présenter cette ville et cet agglo, c'est plutôt positif. Beaucoup ont été étonnés effectivement de la présentation, effectivement de tous les chiffres qu'on a pu sortir sur le marché immobilier, mais aussi sur la manière d'habiter aussi sur cette agglomération. Donc c'est plutôt bien. Il n'y avait pas que les promoteurs immobiliers, il y avait aussi Essor qui était présent. Il y avait beaucoup de partenaires, de promoteurs, de constructeurs. C'est toujours intéressant de voir ce qui se fait à Manchester, à Barcelone, à Madrid, pas simplement pour voir, mais la manière dont les gens s'y prennent aussi pour présenter leurs projets. On parlait de 2050, ce qui nous attend, mais comment c'est perçu aussi dans les pays européens, comment ils s'emparent de ces sujets, donc c'est vraiment très intéressant. Et puis voilà, on avait le stand de Toulouse, de Montpellier, avec des projets très importants, notamment à Toulouse, le quartier de la Gare. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont très intéressantes pour voir nous être là, participer, montrer Pau aussi. On était sur le stand de Bordeaux, donc c'est plutôt positif d'être là. Il faut continuer à être présent et puis surtout dire qu'il y a des belles réalisations sur Pau. Donc tout ça, ça participe à un ensemble qui était riche, je crois, et il fallait qu'on y soit. C'est bien. Loubna, vous également, comment est-ce que vous percevez l'image de l'agglomération paloise chez vos interlocuteurs à Cannes et ailleurs, ne restons pas que sur cette expérience cannoise? J'étais pas personnellement à Cannes. Je ne peux pas vous faire de scoop en ayant croisé Thomas et M. Subra. Mais par contre, ce que je trouve intéressant, c'est que, écoutez, ce marketing territorial, la représentation en fait de Pau sur un salon qui est un salon effectivement où se retrouvent tous les promoteurs du monde. Ben, c'est pas trop tôt, quoi. Merci. Enfin, on est content. C'est enfin que vous soyez adossé à Bordeaux, c'est très bien, c'est complémentaire. Donc nous, on est très contents qu'il y ait eu cette visibilité-là. Alors effectivement, c'est pas évident parce qu'il y a cet effet petit poussé quand tu es encastré entre Dubaï et je sais pas quoi d'autre. C'est vrai que c'est compliqué. Mais en tout cas, merci. On est très contents en fait que cette démarche de marketing territorial, elle existe. Donc ça, c'est super. Maintenant, pour nous, dans le quotidien, il faut qu'on soit dans un optimisme et un réalisme. Et ce qu'on se dit, qu'il y a un marché de reconquête du centre-ville, dans lequel on s'inscrit à notre échelle, mais il y a un sujet de conquête, c'est-à-dire qu'il faut aller chercher des gens en exogène, parce que le marché palois, notamment sur la niche de l'immobilier professionnel sur laquelle nous travaillons, il n'est pas suffisant, quoi. Donc il faut une vraie attractivité, il faut que tout le monde apporte sa part à ce sujet-là. Et puis un sujet duquel il faut qu'on sorte, c'est que oui, il fait bon vivre à Pau, c'est super, on est près de la montagne, près de la mer, on a le Grand Prix, c'est top. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut vraiment aller chasser des entreprises en exogène. Parce que quand on amène des entreprises, ça veut dire qu'on amène du travail et ça veut dire qu'on amène des familles et qu'on va pouvoir peupler effectivement et retravailler. Donc nous, aujourd'hui, c'est conquête, c'est on cherche des partenaires pour nous aider à aller chasser à une échelle régionale, aller chercher des gens à Bordeaux qui ne trouvent pas à se loger et qui vont venir ici. Et c'est ça. Et cette reconquête-là, elle doit se faire et on ne peut pas la faire tout seul. Et on cherche des gens, des gens qui ont envie de rentrer dans cette dynamique-là. Je sais qu'Action Logement est très structuré à Bordeaux. Aujourd'hui, quel est le report dont on peut bénéficier? Nous, ce qu'on a besoin aujourd'hui, c'est le marché béarnais
les Béarnais, ils ont envie d'être heureux, ils vivent cachés, Eh bien, mais on arrête de se cacher. Vous avez posé la question, Xavier. Quel report? Ouais, Elle vous a posé la question. Répondez. C'est la question, là. Alors moi, j'étais pas à Cannes, j'étais à Cam, donc c'est dans le Pays Basque. Non, oui, effectivement, on est très attentif. Ce qui est important, c'est pas de construire que du logement, il faut que les personnes y viennent. Mais je pense qu'en termes de dynamique économique, on a quand même la première table ronde, on citait, voilà, on a une réindustrialisation de notre pays, le territoire béarnais a de sérieux atouts en ce sens, et donc on est avec les élus à anticiper justement cette avancée. Quand vous avez des plateformes comme Lidl ou Super U qui vont venir s'implanter sur le bassin de Lac, il est évident qu'on doit anticiper les besoins de logement, et le groupe Action Logement est bien sûr à la manœuvre auprès des élus pour anticiper cet état et pas constater justement les désordres qu'on peut avoir sur certains territoires où la non-anticipation crée des tensions auxquelles on peut se soustraire, et on a encore cette chance de ne pas subir, on peut anticiper. Merci en tout cas pour cette table ronde très intéressante. Merci messieurs pour l'avoir menée avec brio. Merci à nos invités. Il nous reste une table ronde à partager ensemble où on va élargir le spectre. On va parler de la pression exercée sur le logement, à la fois dans l'offre, dans la tarification, dans les possibilités au niveau du Béarn et de la Soule. Prochain rendez-vous donc sur le site à la fois de la République des Pyrénées et sur le site du Journal Sud-Ouest, après quelques applaudissements adressés à nos 4 intervenants du jour. Merci beaucoup.